Le Zoom de Smart Impact consacré au mécénat d'entreprise avec Anastasia Andrieux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de Labelfi. Pourquoi vous l'avez créée? Présentez-nous rapidement Labelfi. Alors avec plaisir, déjà merci de me recevoir. Donc Labelfi, c'est surtout l'expérience en fait d'une première en fait aventure professionnelle dans le mécénat. Donc j'ai été directrice en fait d'un fonds de dotation pendant un peu plus de 4 ans, donc le fonds de dotation Verekia qui existe encore aujourd'hui. Et en fait au cours de cette expérience, au cours de ces 4 ans à la tête de cette structure, je me suis rendu compte vraiment de 2 constats. Le premier, c'est que le mécénat souffrait encore d'un gros déficit d'image. On pense tout de suite aux grosses entreprises, aux grands donateurs, et on pense un petit peu moins aux entreprises type PME qui sont en fait les premières en fait, qui s'infiltrent dans le dispositif du mécénat. Et surtout, le deuxième constat, c'est que le mécénat, en fait, souffrait aussi de cette approche assez complexe. On l'imagine vraiment compliqué à mettre en œuvre. On ne sait pas trop comment ça se passe, une grande opacité des dispositifs. Et donc, l'idée est venue de là. Après qu'on m'ait approché plusieurs fois, moi aussi, je voudrais monter mon fonds de dotation, mais je ne sais pas comment. Donc, l'envie s'est concrétisée dans la structuration d'une agence qui permet aujourd'hui la création et ensuite la gestion d'entités philanthropiques dans le temps. Alors, justement, quels services vous proposez à vos clients? Alors, on va dire qu'il y a vraiment 2 pôles. Il y a vraiment un premier pôle qui est celui de la création de structures philanthropiques, donc notamment des fonds de dotation, parce que c'est la forme à laquelle je suis la plus à l'aise. Ça va être vraiment du début, donc j'ai envie de m'engager, jusqu'à l'immatriculation de la structure. On a vraiment un accompagnement 360 clés en main, vraiment sur toute cette première partie qui est celle de la définition de la mission, de la caractérisation de l'intérêt général, et ensuite évidemment de la rédaction des statuts, vraiment tout cet aspect juridique et fiscal. Donc on accompagne en fait le client du début jusqu'à l'immatriculation de la structure. Et ensuite le deuxième service, ça va être la gestion. En fait, moi j'ai été moi-même directrice d'un fonds de dotation, et je pense qu'on sous-estime encore beaucoup la charge de travail et les compétences qui sont nécessaires en fait pour piloter une entité philanthropique. Aujourd'hui, en France, 95% des fonds de dotation qui sont pilotés par 1 ou 2 personnes. Enfin, c'est vraiment des équipes qui sont très réduites. Et donc, on les accompagne dans la gestion de ces outils. Donc, vraiment, ça va être la publication des comptes, ça va être la rédaction des rapports d'activité. Vraiment, tout ce qui va venir rythmer et réglementer, en fait, la vie de ces entités philanthropiques. Un fonds de dotation, alors, quand il y a votre expérience, puis celle de vos clients, c'est quoi? C'est examiner des projets, des dossiers, choisir qui on va aider? Ça semble très simple quand je le dis, mais... Non, au contraire, parce que c'est souvent une question qui se pose. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 2 typologies de fonds de dotation. Il y a les fonds de dotation qui sont redistributeurs et ceux qui sont opérateurs. Donc, concrètement, ça va être une entité juridique qui est vraiment dédiée à l'intérêt général et dans laquelle soit on insuffle des fonds pour derrière les redistribuer à des associations qui sont en adéquation avec les valeurs de la structure, mais ça peut être aussi des fonds opérateurs. Dans ce cas-là, il y a vraiment un programme qui est dédié, une équipe qui est dédiée et qui peut accomplir en fait des actions en fonction souvent du secteur d'activité. Donc, pour vous citer un exemple, le fonds de dotation Verekia que j'ai dirigé pendant 4 ans. Verekia est un promoteur immobilier qui construit avec de la pierre de taille massive. Et le fonds de dotation qu'on avait monté, en fait, avait tout un narratif autour de la pierre de taille. Donc, c'était des résidences d'artistes autour de la pierre de taille qui étaient abritées au sein des immeubles qui étaient en attente de construction. Enfin, on pense vraiment à des choses assez créatives, vraiment ciblé sur le secteur d'activité des fondateurs. Est-ce que la France est une terre de mécénat d'entreprise? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, alors déjà parce que on a des lois qui sont très incitatives, on a une réglementation qui est très incitative, qui pousse aussi les entreprises, ou en tout cas favorise en tout cas le climat du mécénat. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il y a une grande passion du mécénat territorial en France. Donc, c'est vrai qu'intimement, on pense toujours aux grandes actions de mécénat, notamment avec Notre-Dame récemment. Mais on pense un peu moins justement à ces structures type PME qui vont venir donner un ticket pour rénover une école, rénover un préau, donner un coup de pouce à une association locale. Et la France est véritablement une terre de mécénat. Il y a une baisse des dotations des collectivités locales, des budgets des collectivités locales en ce moment. C'est un des enjeux majeurs de cette année 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fonds de dotation, ils vont pouvoir parfois prendre le relais? Oui, alors le fonds de dotation n'est qu'une des formes qui sont possibles, en tout cas pour les entreprises, d'explorer dans le cadre du mécénat. Il y a aussi la fondation d'entreprise et puis il y a aussi le mécénat en direct, parce qu'une association d'intérêt général peut tout à fait toucher du mécénat hors fonds de dotation. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'en ce moment, et surtout dans le contexte actuel, il y a beaucoup d'entreprises qui se font le relais, un peu justement de ces politiques culturelles, de ces politiques publiques. Et on se rend compte que c'est pour différentes raisons. La plupart du temps, c'est pour agir sur l'attractivité de l'entreprise, notamment sur les sujets d'employabilité, de recrutement, de fidélisation des talents. Aujourd'hui, les jeunes générations ont envie de s'investir, ont envie de s'engager en fait, auprès d'entreprises qui ont elles-mêmes des valeurs fortes. Et donc, souvent, l'entreprise se fait un peu le relais, vient aider par-ci, par-là sur des actions qui sont très ciblées.
Et moi, je trouve qu'on est vraiment dans un environnement qui est très, très propice au mécénat. Mais alors, vous nous dites que la France est une terre de mécénat. Quels sont les freins ? La complexité, la paperasse Je pense que c'est un peu des deux. Je vous avais cité en général les deux mots qui viennent justement en frein. Alors la complexité, parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours très bien comment on le met en œuvre, qui est éligible, comment ça se passe. Voilà, donc il y a vraiment, d'abord je pense, un peu une opacité de ces dispositifs. Alors on a la chance en France d'avoir des agences comme l'Amicale ou d'autres qui se font des vrais relais d'information sur ces sujets, mais c'est vrai que l'information n'est pas toujours simple à obtenir. Et puis ensuite, il y a effectivement un peu cette pluralité d'interlocuteurs et cette complexité, parce que voilà, c'est une matière qui reste juridique, c'est une matière qui reste un peu fiscale, mais dès qu'on en comprend les rouages et qu'on comprend surtout comment ça peut s'intégrer dans une stratégie d'entreprise, c'est un peu, chez Labelfi, c'est ce qu'on essaie d'adopter, vraiment d'adopter tout le verbatim, tout le vocabulaire des entreprises pour qu'elles comprennent qu'elles ont tout avantage à donner et que ça s'inscrit vraiment dans un levier de développement et de stratégie entrepreneuriale. Et quel retour sur investissement, je mets des guillemets, mais bon, quand même, on comprend bien l'idée, peuvent en attendre les entreprises. Il y a des chiffres, alors évidemment, vous imaginez bien que je les connais par cœur, mais il y a des études qui ont été faites. Donc un premier retour sur don, tel qu'on pourrait le dire, c'est ce côté attractivité des talents. Donc on se rend compte aujourd'hui, il y a un baromètre du MEDEF qui a été publié, 82% de la génération, des jeunes générations qui ne s'engagent que pour des entreprises qui portent des valeurs fortes. Donc retour tangible vraiment sur ce côté fidélisation des talents, moins de turnover. Ensuite, il y a la préférence des consommateurs. C'est un baromètre IFOP, cette fois-ci, 91% des consommateurs qui préfèrent acheter auprès d'entreprises qui portent des valeurs fortes. Et puis, en dernier lieu, aujourd'hui, c'est les investisseurs aussi qui regardent justement ces critères, alors qu'on appelle ESG, qui sont environnementales, sociales et gouvernance, mais qui regardent maintenant ces lignes, 78% d'entre eux, avant d'investir dans une entreprise, parce que ça mesure un peu la durabilité, la résilience, justement, de ces structures. Est-ce que c'est vrai aussi des collectivités ? C'est-à-dire qu'on voit des collectivités locales qui commencent à conditionner des subventions, des choix d'investissement justement à ces critères ESG ou RSE. Oui, et peut-être d'une certaine manière, tant mieux. Alors, je ne sais pas si c'est conditionné. En tout cas, ça pousse en tout cas à penser à l'écosystème dans lequel on va venir s'implanter. Moi, je pense très directement au secteur du bâtiment et de la construction parce que j'y ai moi-même passé un peu de temps. Bien, c'est vrai que aujourd'hui, on considère vraiment la responsabilité finalement de ces acteurs du bâtiment quand ils s'implantent dans un quartier, quand ils s'implantent dans un écosystème. Mais finalement, en fait, plutôt que d'arriver et puis de poser un bâtiment, en fait, comment on fait le lien avec les associations, comment on s'implante. Et je pense que les collectivités, effectivement, invitent en tout cas et poussent à la réflexion sur ces sujets. Ouais. Vous nous avez détaillé un certain nombre de retours sur dons, retours sur investissement. Moi, je me pose la question de la communication. Est-ce que les entreprises qui pratiquent du mécénat via des fonds de dotation ou des fondations, elles osent en parler ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais de plus en plus. De plus en plus. Alors, je vais répondre en deux parties. Alors déjà, elles en parlent, mais c'est vrai que la communication d'intérêt général a quand même toujours cette subtilité que voilà, il faut que on mesure un peu. C'est d'abord l'impact et ensuite la communication. Donc ça, c'est un premier point. Alors elles en parlent, oui, mais elles en parlent différemment. Ça va moins être des campagnes un peu vertigineuses, comme on peut l'imaginer de la communication peut-être un peu plus standardisée. Donc voilà, c'est toujours fait avec des pincettes. Et je dirais qu'ensuite... Pourquoi c'est fait avec des pincettes ? Parce qu'on a peur d'être attaqué sur autre chose ? C'est-à-dire que je pense pas que on a peur d'être accusé de social ou de greenwashing ? Oui, au-delà de ça, parce que je pense que c'est pas forcément le but premier. Je pense que le fait, c'est d'abord soutenir, c'est peut-être aussi s'ancrer différemment. Je pense que la communication vient à un moment, évidemment, se mettre en jeu, mais parfois, on laisse aussi l'association bénéficiaire, en fait, s'occuper de la communication, de l'annonce. Enfin, je pense que c'est fait de manière un peu plus subtile, un peu plus délicate, parce que c'est pas le but premier, en fait, de l'action. Mais je répondrai ensuite derrière en disant que peut-être qu'il y a une invisibilité de certaines actions de mécénat quand elles sont un peu moins retentissantes que des grandes opérations, comme on peut le voir sur Notre-Dame, qui sont évidemment plus que nécessaires. Mais c'est vrai que sinon, on a un combat chez Labelfi, c'est vraiment de rendre en tout cas ces structures plus modestes, PME, autres TPE d'ailleurs, tous ces acteurs un peu territoriaux, et ce serait bien d'avoir peut-être un peu plus de visibilité, un peu plus de communication sur ces acteurs de l'ombre un peu qui parfois prennent le relais. La communication, c'est aussi un moyen de créer des vocations chez d'autres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je pense. Est-ce que vous voyez cet effet d'entraînement à l'œuvre ? Eh bien, je ne le vois pas assez. J'aimerais le voir d'autant plus que je pense que certaines entreprises, en tout cas certaines PME, sentent encore le frein de la légitimité. Est-ce que moi, je suis en mesure de donner ? Est-ce que je suis... Parce que voilà, il y a cette image du mécène qu'on attribue encore aux grandes fortunes et moins à ces trucs-là. Et je pense qu'il y aurait
effectivement un effet d'entraînement. Il n'y a que 9% des entreprises en France qui sont mécènes. Donc il y a tout un boulevard à aller explorer là-dessus. Oui, il y a encore, même si vous nous dites que la France est une terre de mécénat, il y a encore des progrès à faire. On peut prendre un exemple d'action dans lequel la belle-fille est partie prenante, c'est la biennale Multitude en Seine-Saint-Denis. Alors, c'est quoi, quelle entreprise? Expliquez-nous. Mais tout à fait. Alors, c'est un très bel exemple en plus que vous citez. Donc, on travaille maintenant avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis depuis plusieurs mois. Et le conseil départemental, dans sa mission et sa vocation, évidemment, de rayonnement, des cultures, voilà, puis le 93 était quand même une terre de diversité et d'inclusion qui est assez incroyable. Donc, il porte une biennale. Donc, la première édition avait lieu l'année dernière. Et donc, enfin, plutôt il y a 2 ans, parce qu'on est en 2025 depuis peu. Et donc, la deuxième aventure se passe cette année. Et donc, ça va être une série de concerts, une série de démarches, de démonstrations, de manifestations, etc. Il y a même une parade, en fait, qui va avoir lieu. Et là, l'objectif pour nous, ça va être d'accompagner le département qui, lui, peut recevoir du mécénat dans l'identification de qui, au sein du tissu économique extrêmement fructueux du 93, va pouvoir donner dans le cadre de cette œuvre charitable. Et donc, on fait vraiment de la stratégie d'identification des mécènes et on accompagne donc les entreprises qui vont donner dans le meilleur accompagnement. Donc, est-ce que c'est du mécénat de compétences? Est-ce que c'est du mécénat financier? Est-ce que c'est du don en nature? Enfin, voilà, il y a une multitude de manières de donner. Quelques chiffres, tiens, pour conclure. 76% des actions de mécénat ont lieu au niveau local ou régional. Ça rejoint tout ce que vous nous avez dit. 78% des entreprises interviennent financièrement auprès des porteurs de projets. Et puis alors, ce chiffre très intéressant, 46% des entreprises donnent moins de 5 000 € par an. Il faut communiquer et inciter les plus petites entreprises à y aller, quoi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, ici, ça fait partie des valeurs qu'on porte, je pense, de manière commune. Mais oui, effectivement, il faudrait rendre plus visibles ces actions parce qu'effectivement, des petits dons, en fait, accumulés font toute la différence. Et moi, je suis assez optimiste sur le futur. Merci beaucoup, Anastasie Andrieux. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.